Alors, bonjour à tous. Bienvenue à une autre présentation du mouvement politique de Lyndon LaRouche. Aujourd'hui, on va faire un peu un tour de scène politique. Cependant, je vais mettre l'accent sur quelque chose d'assez précis parce que l'économiste américain Lyndon LaRouche, en 1999, avait fait une déclaration prophétique dans un vidéo qu'il avait fait intitulé Storm over Asia, donc en français Tempête sur l'Asie, dans lequel en fait il parlait de l'intention de la Grande-Bretagne, des États-Unis, donc en fait des deux principaux représentants de l'Empire britannique aujourd'hui. Les États-Unis n'ont évidemment pas toujours été comme ça, ils sont dans une situation dégénérée. Mais donc la déclaration prophétique de M. Larouche touchait sur le fait que déjà à ce moment-là, il était clair, on pouvait clairement identifier que l'intention géopolitique de l'Angleterre et des États-Unis, donc de l'Empire britannique, était de renverser le gouvernement russe et aussi le gouvernement chinois, iranien et indien. La cible ultime déjà en 99 était la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran aussi. Et qu'en fait, la politique de financement et d'appui au terrorisme qu'on connaît aujourd'hui était déjà effectif durant les années 70, après la déclaration faite à Kyoto, au Japon, du politicien aux États-Unis, Zbigniew Brzezinski, canadien d'origine, qui appelait déjà à ce moment-là à renverser l'Union soviétique à travers cette politique de guerre irrégulière. Donc aujourd'hui, évidemment, on voit ce scénario de manière beaucoup plus claire, où il y a une constante confrontation militaire entre les forces occidentales et les forces en Asie, dans le Proche-Orient. Donc vraiment, on est en train de créer une ceinture d'isolement l'isolement de la Russie et de la Chine. Et aujourd'hui, en fait, on peut utiliser, je voulais dans la présentation utiliser deux discours qui illustrent la bataille à laquelle on fait face maintenant. Parce que, en fait, la situation maintenant, on ne parle plus de simple guerre, de simple conflit isolé, de simple guerre régionale, mais on parle d'un danger de guerre mondiale. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec les provocations de la Russie près de sa frontière. Et je voulais utiliser les deux discours. Premièrement, le discours de Barack Obama aux Nations Unies, donné le 24 septembre de cette année, et de comparer en fait l'idée générale avec celle du discours de Vladimir Poutine, un discours qu'il a donné un mois par la suite, donc le 24 octobre de cette année, au Club international de discussion de Valdai, un club qui invite plusieurs nations pour discuter de la situation politique. Et pour commencer avec le discours de Barack Obama, évidemment, plusieurs nations, dont la Chine et aussi certains représentants de l'Australie, ont critiqué très ouvertement le discours de Barack Obama, qui est un discours vraiment à tendance hypocrite et mensongère, camouflé dans une espèce d'appel aux autres nations pour faire respecter le droit international, évidemment, quelque chose que les États-Unis ne respectent pas du tout maintenant. M. Obama parlait de plusieurs problèmes, selon lui, le premier étant l'expansion russe, donc faisant allusion au conflit en Ukraine qui est en train de déborder. Récemment, on a même vu certaines menaces faites par la Pologne, en fait des menaces, certaines directes, certaines indirectes,
visant une intervention en Russie, qui serait vraiment débile. Mais quand on parle de l'Ukraine, évidemment, on parle d'un conflit qui dure depuis déjà en fait plus d'1 an, on parle même peut-être 2 ans. Un conflit qui a été causé, et ça il faut se le rappeler, qui a été causé par la décision de l'Ukraine de rejeter la proposition de se joindre à l'Union européenne, cherchant plutôt à assurer son développement économique plutôt que d'accepter un contrat mortel qui aurait vu en fait l'Ukraine sombrer à un niveau de simple colonie européenne, c'est-à-dire une nation qui subit et qui va bientôt subir les contraintes de l'austérité européenne et se voir isolée d'un point de vue économique. Donc, en fait, de voir sa production scientifique, technologique être réduite, voir ses relations économiques avec la Russie disparaître et se retrouver comme un simple exportateur de ressources naturelles ou de nourriture. Donc, Obama, en fait, qui continue de mentir sur la supposée expansion russe. Aussi, Obama appelait plutôt rapidement à combattre le virus de l'Ebola, alors qu'en fait, les États-Unis qui ont dit qu'ils allaient envoyer, on parle de 3500 troupes dans l'Afrique de l'Ouest, n'en ont envoyé que simplement quelques centaines d'ici là aujourd'hui. Et ces gens-là, ces soldats-là étaient censés construire des hôpitaux, aider avec les infrastructures. Rien n'a été construit jusqu'à maintenant. Et en plus, aux États-Unis, on continue de mentir au peuple américain que le virus de l'Ebola ne représente aucun problème et que, en fait, un des sujets polémiques aux États-Unis maintenant concernant l'Ebola est la proposition par certains États aux États-Unis de mettre en quarantaine les Américains, que ce soit un personnel médical ou un personnel militaire, que ces gens-là soient mis en quarantaine. L'enjeu de l'isolation des Américains arrivant de l'Afrique de l'Ouest est en fait un enjeu assez polémique parce que le gouvernement continue de dire que ce n'est pas nécessaire, alors qu'en fait, la population américaine est très inquiète vu le récent cas d'Ebola au Texas et un cas qui s'est étendu jusqu'à un certain point à travers le personnel médical et évidemment les inquiétudes aussi du personnel médical aux États-Unis concernant le danger de cette propagation. Et on continue de tenter de rassurer la population américaine, mais on les rassure à travers le mensonge. Et c'est vraiment, ça crée un effet de renversement où les gens ne croient en fait de moins en moins leur propre gouvernement. Et l'autre point amené par Obama est ce point où il appelle à la communauté internationale pour combattre le terrorisme. En fait, il faut se rappeler que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont ceux qui ont aidé à financer des cellules terroristes en Syrie pour renverser le président syrien actuel, le président Assad. Si on recule un peu plus loin, on regarde l'Afghanistan. Eh bien, l'Afghanistan, depuis l'intervention en 2001 des nations de l'Ouest, on voit que la production de drogue, un des principaux outils pour le financement du terrorisme, est en fait en pleine expansion, a augmenté à plusieurs niveaux. On parle d'une augmentation dépassant le 1000% dans la production, par exemple, de pavots pour produire l'opium, qui est évidemment un fléau dans la région de l'Asie, de la Chine, à travers la Russie, en Iran, au Pakistan, et même ici en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et si on recule encore plus loin, on revient à la déclaration prophétique de M. Larouche en 1999, mais aussi plus loin dans les années 70, où on démontre que le terrorisme musulman, supposément musulman, est en fait un outil de déstabilisation économique
politique et militaire dans la région de l'Eurasie, donc en fait la Russie et le sud de la Russie. Et un autre point très important, parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent bien que le terrorisme doit être combattu, mais doit être combattu à la source. Donc, on vient de parler de certains faits clairs, qui sont clairs pour la majorité des gens en politique, de l'appui direct et indirect en provenance de l'Occident pour les mouvements terroristes islamistes. On voit aussi qu'aux États-Unis, Obama et le gouvernement américain tentent maintenant d'empêcher la publication d'une section d'un rapport sur le 11 septembre 2001 qui démontre, hors de tout doute, le rôle de l'Arabie saoudite dans la création et la préparation des attentats du 11 septembre 2001. Donc déjà, plusieurs membres du Congrès ont appelé à la publication de ces 28 pages de cette section du rapport et ont fait la sourde oreille dans l'administration Obama. Et on continue, malgré des connaissances beaucoup plus claires, on continue en fait de traiter l'Arabie saoudite et les autres nations comme le Qatar, etc., qui ont toujours appuyé des groupes comme État islamique. En fait, État islamique représente une version de l'islamisme, ou plutôt l'islamisme saoudien, la section appelée le wahhabisme. Donc, une version islamiste très violente. Et comme le disaient certains experts récemment, parce qu'on a parlé évidemment des récentes décapitations faites par État islamique, donc des décapitations médiatisées. Bien, on a d'ailleurs rappelé aux gens que ce n'est pas État islamique qui a inventé la décapitation, c'est en fait l'Arabie saoudite qui le pratique encore aujourd'hui. Donc, on a un discours d'Obama qui est en fait un discours très, très hypocrite. Donc, on tente de jouer le sauveur de l'humanité, mais en fait, on se rend compte que les représentants de plusieurs nations commencent vraiment à flairer l'arnaque et à discréditer tout ce que Obama peut dire très rapidement. Et quand on regarde de l'autre côté, quand on regarde justement le discours de Vladimir Poutine qui a eu lieu le 24 octobre au Club international de discussion de Valdai en Russie, où en fait le discours était très direct, un discours toujours diplomatique mais direct, dans lequel Poutine explique que la Russie comprend très bien le jeu joué par les États-Unis actuellement. Que en fait, comme on disait, l'hypocrisie américaine et britannique est très claire. Les Russes ont vu non seulement le financement du terrorisme fait par l'Occident, mais ils ont aussi assisté à l'expansion de l'OTAN, notamment la création de systèmes antimissiles près de la frontière de la Russie. Et les Américains n'ont jamais voulu signer aucun document donnant une garantie à la Russie que ces systèmes antimissiles-là n'étaient pas dirigés vers la Russie. Donc, évidemment, les Russes ont dû prendre les décisions appropriées pour se protéger. Et aussi, évidemment, on voit qu'il y a une tentative faite par l'Ouest de soumettre les nations du monde à l'ordre d'une seule nation, où on pourrait parler en fait de l'idée de gouvernement mondial. Et les Russes, en fait, vont jusqu'à dire que eux ne veulent pas jouer selon ces règles-là. Donc, la Russie veut changer les règles du jeu et, en fait, sortir de cette logique d'imposition de la loi, en fait, d'une loi arbitraire, qui est celle de la loi d'une nation. Dans ce cas-là, on parle des États-Unis comme muscle militaire, mais on parle de l'Empire britannique
comme cerveau de cette opération. Donc, on parle de la monarchie britannique, on parle évidemment de la finance à Londres et Wall Street, et le domaine de la finance en général qui va financer non seulement une guerre, mais qui va financer une destruction des nations à travers le système économique. Donc, la question, en fait, c'est de savoir qui a raison entre les deux. Et c'est assez simple, en fait, de voir qui a raison si on se base sur les faits. On a une complète expansion de l'OTAN. On a une expansion de l'OTAN en Asie, la politique de pivot asiatique de l'administration Obama, où vraiment on a une augmentation des troupes, surtout près de la mer de Chine. On a, comme je disais tantôt, le développement de systèmes antimissiles en Europe. On a l'appui du terrorisme en Syrie, mais aussi en Ukraine, par exemple, où on a financé sur plusieurs années une révolution colorée. Donc, une révolution colorée, c'est en fait un renversement de gouvernement à travers une fausse conception de la démocratie. Comme si la démocratie était absolument liée avec le monde de la finance. On vous dit, devenez démocrate, devenez démocratique, mais appuyez et endossez nos politiques financières, nos politiques économiques. Donc, c'est une espèce de fausse division où on dit qu'on a un monde démocratique versus un monde, en fait, l'ancien monde du communisme, comme la Chine ou l'ancienne Union soviétique, la Russie aujourd'hui, alors qu'on évite, en fait, de parler d'économie, de parler de développement, en fait, du moins du côté de l'Ouest. Et un des grands problèmes qu'on a avec notre population, c'est que la population a une très mauvaise mémoire. On tente à oublier très rapidement les faits importants qui ont causé la situation actuelle. On se rappelle du 11 septembre, mais il n'y a aucune essence derrière ce projet, derrière ce fait, cette mémoire, ce souvenir. Et donc, on oublie en fait la cause du problème actuel. Et ça, il va vraiment falloir résoudre ce problème-là. Notre population oublie que depuis 2001, les États-Unis et l'Angleterre se sont lancés dans une course à la guerre, en commençant avec l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. Même aujourd'hui, on parle d'une guerre contre la Chine, avec un appui direct au Japon. Et évidemment, on parle de guerre contre la Russie, surtout quand on regarde ces fameux systèmes antimissiles postés un peu partout. Et en fait, dès l'arrivée d'Obama, rien n'a changé de manière concrète. Il n'y a eu aucun changement, sinon la couleur du président et le parti que représente ce président-là. La politique est la même. Donc, on reviendra sur ce point-là très important. En fait, quoi faire avec la population internationale. Mais d'abord, quelques faits pour illustrer, disons, ce qui se passe dans les derniers jours. On peut commencer avec la fameuse mobilisation contre le virus Ebola. Et il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui était très frappante récemment, c'est le rôle de leadership joué par la nation de Cuba pour la bataille pour éradiquer le virus de l'Ebola. Donc, récemment, c'est-à-dire durant le 29 et le 30 octobre, on a eu une conférence du groupe ALBA, qui est un acronyme pour l'Alliance Bolivar des peuples de nos Amériques, donc qui représentait une trentaine de nations. Et c'était une grande amélioration parce que une dizaine de jours avant cette conférence-là, ALBA avait une autre conférence avec simplement une dizaine de représentants. Et donc, Cuba a relancé une deuxième fois un appel international à ce qu'on détruise le virus de l'Ebola
Cuba, qui est malgré tout étant une pauvre nation, a quand même un bon système de santé et beaucoup de recherche se fait là-bas. Et un fait très important, un fait très polémique, c'est que le plus grand contributeur pour détruire le virus Ebola en Afrique, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada, c'est pas la Russie, c'est Cuba. Cuba est le principal contributeur de personnel médical pour contrer le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La semaine dernière, il y a 91 docteurs et infirmières cubains qui sont arrivés dans le Libéria et en Guinée. Et ce nombre-là s'ajoute aux 165 personnels docteurs et infirmières cubains qui étaient déjà là en Sierra Leone. Donc, on parle d'environ 250 personnes du domaine de la médecine en Afrique de l'Ouest maintenant. Donc, imaginez si les États-Unis, la Russie et tout le monde faisaient le même genre d'effort. Cuba, c'est une petite nation, toute petite et toute pauvre. Donc, pourquoi eux sont-ils capables de faire une contribution pareille alors que les autres nations développées ne font rien ou presque rien? Dans la même lignée, concernant l'Ebola, on voit qu'il y a un sondage qui a été publié récemment par le poste de télévision CBS aux États-Unis, qui stipule que, un sondage qui stipule que 80% des Américains veulent créer une zone de quarantaine aux États-Unis pour les gens qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. On en parlait au début de la présentation. C'est un sujet polémique aux États-Unis parce que des États se sont déjà lancés dans cette politique-là de quarantaine. Et l'administration Obama continue de dire que c'est une mauvaise politique. C'est une politique qui manque de respect pour notre personnel militaire et médical, alors qu'en fait, c'est une simple précaution, comme on a vu dans le cas de la tuberculose ou même dans le cas du sida. C'est une politique normale à faire quand on a l'accroissement d'un virus auquel on n'a pas de remède. Et récemment, le département de la Défense même a été à l'encontre de la position de l'administration Obama en créant une zone de 21 jours de quarantaine pour le personnel militaire qui revient d'Afrique de l'Ouest. Donc, déjà, eux, ils ont passé outre les indications de l'administration Obama. Donc, voici pour l'Ebola. Et retournons à la Russie, en Russie, parce que on a eu récemment des déclarations, ou du moins 2 déclarations très importantes, toujours pour montrer que les Russes, comme le dit l'expression, savent l'heure qu'il est. Et en fait, le ministre de la Défense russe, dénommé Sergei Shoigu, a en fait déclaré que les Russes se préparaient à accroître l'expansion des pratiques militaires d'ici 2015 en Russie. Parce que, évidemment, l'OTAN étant sur les nerfs, il y a eu beaucoup de disputes concernant, l'utilisation du territoire aérien en Russie et dans les nations environnantes de la Russie, dont certaines sont membres de l'OTAN. Et donc, d'un côté et l'autre, on s'accuse d'avoir violé les espaces aériens avec du personnel militaire, ce qui amène la Russie à dire, écoutez, il faut arrêter cette propagande-là, mais nous, il faut se préparer militairement à un conflit potentiel. Et selon M. Larouche, cette expansion-là fait aussi référence aux récentes déclarations polonaises qui menacent la Russie. Et donc, la Russie se prépare à ce niveau-là. Donc, une déclaration là, du ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Aussi, on a eu une déclaration de l'ancien premier ministre russe, Yevgeny Primakov, qui a été premier ministre de la Russie en 1998, qui lui, en fait, a dénoncé les fameuses révolutions colorées qui sont produites autour de la Russie et plus récemment en Ukraine et peut-être bientôt, en fait, pas peut-être, mais aussi maintenant à Hong Kong, en Chine, où on a des étudiants, des petits étudiants innocents qui, pour une fausse conception de démocratie, veulent renverser leur gouvernement respectif.
Et M. Primakov a dénoncé cette politique-là. C'est une vieille politique occidentale pour renverser les pays, surtout après la chute de l'Union soviétique. Mais il faut aussi comprendre que M. Evgeny Primakov, c'est pas n'importe qui. En fait, à l'émission de notre mouvement, on parle beaucoup des nations du BRICS, donc le BRICS, pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et M. Primakov, c'est un peu le créateur de la section RIC dans le BRICS. Donc, en 1998, M. Primakov appelait à ce que la Russie, l'Inde et la Chine créent un triangle stratégique de coopération pour le développement et aussi de coopération là, pour la stabilité dans la région. Donc, M. Primakov est un homme très respecté à ce niveau-là, très respecté dans le monde, et encore plus maintenant à cause justement de l'action concrète menée par les BRICS, dont une partie de ce groupe-là provient en fait de l'esprit de M. Primakov. Donc, deux déclarations très importantes de deux personnes importantes en Russie. Si on regarde au niveau maintenant du terrorisme, on a une déclaration très intéressante d'un des représentants de l'islam en Syrie, dénommé Cheikh Ahmed Badreddine Hassoun, qui était en visite en Moscou et qui avait enfin dénoncé le fait que en Syrie, le nom, je vais vous redonner le nom, donc le Cheikh Ahmed Badreddine Hassoun, qui est le grand moufti en Syrie, qui lui en fait expliquait aux gens en Russie que les terroristes qui sont sur le territoire syrien en fait proviennent de 83 pays différents. Et en fait, c'était le cas aussi, il y avait peut-être pas autant de nations impliquées, mais quand on a eu la fameuse révolte contre le président Assad en Syrie, on avait déjà justement cette force en fait internationale qui a été financée par les États-Unis et l'Angleterre contre le président Assad. Donc, imaginez 83 pays représentés. Et en fait, la supposée coalition créée par Obama de 40 pays est encore en train d'agir de manière immature, ayant aucun plan, aucune stratégie pour venir à bout de ce problème. Et cette coalition-là préfère continuer d'avoir une ligne dure contre le président syrien, alors que la coalition devait travailler avec Assad pour vraiment éliminer le problème. Donc encore là, une grande hypocrisie de l'Ouest pour en fait vraiment regarder dans les yeux le problème du terrorisme et voir que c'est un problème international. C'est pas juste État islamique. Même si on se débarrasse de État islamique demain matin, évidemment, la politique de bombardement américaine ne fonctionne pas. Mais évidemment, c'est pas le seul problème. Il faut aller à la source de ça. Et la source, comme on disait, c'est l'Empire britannique. C'est aussi, évidemment, l'Arabie saoudite qui finance et protège ces regroupements-là. Donc, pour conclure la présentation, on a deux systèmes qui s'affrontent maintenant, deux systèmes à l'échelle internationale. Et pour donner peut-être un dernier exemple de ces deux systèmes-là, reprenons le cas de l'Afghanistan. Comme on disait au début, l'Afghanistan est devenu, en fait parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix, est devenu le principal producteur d'héroïne dans le monde. Et la production, depuis 2001, a augmenté de plus de 1000% dans cette région-là. Et là, on parle d'une région qui a été occupée par le Canada, les États-Unis, l'Angleterre pendant plusieurs années. Donc, le problème de la drogue n'a jamais été résolu par ces trois nations-là. C'est ridicule, c'est impensable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec la mobilisation du BRICS et la mobilisation directe de la Chine, qui a annoncé, en fait, son président a annoncé à la fin de 2013, donc en septembre 2013, la politique
de création de la nouvelle route de la soie, donc une route qui peut joindre l'Europe à l'Asie et s'étendre par la suite dans les Amériques avec le tunnel sur le détroit de Bering. Pardon. Mais que la politique de la route de la soie est la politique officielle de la Chine. Et l'Afghanistan se trouve dans cette route de la soie. Et c'est pour ça que récemment, la Chine a annoncé sa volonté de créer des infrastructures de routes, de chemins de fer, des infrastructures pour la production énergétique, etc., en Afghanistan, pour que celles-ci puissent bénéficier du développement et aussi donner une alternative au peuple afghan. De la même manière que l'Ukraine s'est vue attirée dans un trou sans fond avec la mobilisation de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc l'Ukraine a dû choisir entre mourir avec l'Europe ou se joindre au développement du BRICS et de la route de la soie. Donc, d'une même manière, l'Afghanistan a aussi ce choix-là maintenant. Elle peut dire à sa population, laissez tomber la production de drogue, détruisons ce terrorisme basé sur la drogue et retournons au développement, produisons de la nourriture plutôt que de produire de la drogue. Évidemment, qui permettrait non seulement d'aider l'Afghanistan, mais qui aiderait tous les pays dont les populations sont prises avec des problèmes de drogue. Des problèmes de drogue très durs, parce qu'on sait que l'héroïne peut vraiment détruire les vies très rapidement. Donc, la Chine veut développer, mais l'Empire britannique préfère produire de la drogue et ainsi financer le terrorisme et même, d'une certaine manière, sauver son système financier en blanchissant un argent plusieurs centaines de milliards de dollars pour essayer de sauver un système en désuétude. Et c'est là où il faut vraiment conceptualiser l'idée de développement. Et c'est comme ça qu'on peut voir, en fait, pourquoi les nations du BRICS ont raison, pourquoi le discours de Poutine était juste, alors que de l'autre côté, dans le monde, dans la zone transatlantique, on a un système qui est mortel, non seulement un système qui meurt, mais un système qui est mortel. Et on a une population qui est en train de subir les effets de ce système décadent à travers justement une perte de connaissances et une perte aussi de cette conception judéo-chrétienne de l'espèce humaine. L'être humain aujourd'hui n'a plus de valeur sacrée, du moins dans la zone transatlantique. On a condamné l'être humain à une vie de quasi-esclavage, l'esclavage de l'esprit, esclavage à travers le libre-échange, et aussi une vie où dans laquelle on vous dit que vous avez droit à la démocratie, mais que vous ne pouvez pas en fait dire ce que vous voulez. Vous devez vous contenter de certaines idées qui circulent. Donc, si vous voulez parler de à quel point vous aimez Barack Obama, ça, il n'y a aucun problème. Et si vous commencez à le critiquer, là, on risque de vous traiter de communiste ou de socialiste pas de socialiste, mais plutôt d'extrême droite ou de redneck, comme on dit, de pecno du Sud, de raciste même. Donc, en fait, la réalité est tout à fait différente. La réalité, en fait, se base sur une conception de l'être humain qui dit que l'être humain est à l'image de Dieu, ce qui veut dire que l'être humain a cette étincelle de créativité en lui. Donc, l'idée, par exemple, que tous les êtres humains sont égaux, ils sont égaux selon cette conception-là, cette conception de loi naturelle. C'est-à-dire que tout être humain est un être créatif, donc qui a le potentiel de transformer le système humain en un système beaucoup plus efficace à travers les découvertes technologiques, mais aussi à travers les découvertes
qu'on pourrait appeler les découvertes culturelles. Parce que quand on dit que l'être humain, quand on dit que les êtres humains sont égaux, c'est en fait une découverte culturelle. Et avec l'application de cette conception-là, on transforme l'espèce humaine. Et c'est pour ça, en fait, que le BRICS, même si certaines nations comme la Chine n'ont pas un système qu'on va appeler, entre guillemets, démocratique, ils sont beaucoup plus intéressés au développement de leur population que n'importe quelle nation de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En Amérique du Sud, on voit beaucoup de changements positifs, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc la question est, allons-nous construire un avenir pour l'espèce humaine, ce qui veut dire de vraiment enclencher le développement de la créativité humaine pour développer de nouvelles technologies, de créer de nouveaux pans de l'économie avec le développement de la fusion nucléaire, le développement de l'exploration spatiale à travers le système solaire, ou est-ce qu'on va mourir avec l'austérité? Est-ce qu'on va laisser ce système-là tuer notre population? Est-ce qu'on va laisser cette population-là détruire la population âgée comme la population jeune? On laisse nos sages, on laisse la population sage et âgée mourir dans les hôpitaux ou chez eux. On leur parle d'euthanasie. On dit aux jeunes, en fait, on dit à notre jeunesse qu'ils n'ont aucun avenir, qu'ils vont devoir se serrer la ceinture, qu'ils vont devoir en fait mourir à petit feu, et même que les jeunes meurent déjà à petit feu, faute d'une culture, d'une bonne culture. Donc, on a des jeunes qui cherchent les plaisirs immédiats, mais qui ne pensent pas à l'avenir, qui écoutent de la musique, qui prennent de la drogue, prennent de l'alcool, jouent aux jeux vidéo, mais ne se développent pas en tant que personne. Donc, on a des individus qui vont grandir, mais qui vont avoir justement un vide, une personnalité vide, qui va faire qu'en fait, le nouveau leadership va être un leadership encore plus dévastateur que celui d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là, à savoir, est-ce qu'on veut ce développement-là ou est-ce qu'on va sombrer? Si des nations comme Cuba peuvent mener une mobilisation tout azimut contre le virus de l'Ebola, malgré la réticence des nations développées, bien évidemment, on peut faire beaucoup si on décide de s'y mettre. Le Canada pourrait transformer la situation s'il voulait vraiment le faire. Le Canada qui a déjà remis, on parle de 800 vaccins contre l'Ebola qui ont été remis à l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas une vraie mobilisation. On a besoin, en fait, selon le docteur Michael Osterholm des États-Unis, qui lui travaille au CDC, donc le Centre pour le contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis, qui lui demande à ce qu'on crée des centaines de millions de doses de vaccins contre l'Ebola. Donc, entre 800 et plusieurs centaines de millions, il y a une énorme différence. Et c'est là la différence en fait, non pas une différence de système économique, mais une différence de conception de l'espèce humaine. Donc, on veut créer des conditions où les défis vont être relevés. Et c'est pour ça que M. Larouche, récemment, en fait, demandait à notre organisation de créer des miracles. Il a utilisé le mot miracle. Et par exemple, des miracles, mais l'être humain est fort capable d'en créer. Et c'est justement quand l'esprit humain, quand les êtres humains consacrent leur temps à résoudre des défis incroyables, qu'on réussit en fait à faire des miracles. Donc, le virus de l'Ebola peut être détruit si on s'y met maintenant. Et en fait, créer des conditions où ce genre de virus-là ne reviendra pas à tous les 5 ans, mais va disparaître pour de bon. Donc, évidemment, le développement économique est nécessaire là-dedans. Mais tout part de l'esprit humain. Si l'esprit humain meurt, c'est les nations entières qui vont mourir. Et c'est là le point important fait dans l'économie de Larouche. La créativité humaine est la seule véritable ressource
que l'être humain utilise. Toutes les autres ressources de type naturel ou technologique dépendent de la ressource de la créativité humaine. Et c'est ça l'idée d'une nation, c'est ça l'idée d'une renaissance, c'est de retourner à cette conception-là et de mettre de l'avant un programme dans lequel des dirigeants comme Barack Obama ne seront jamais au pouvoir et dans laquelle la population, en fait, se voit déjà comme un leader potentiel à un très jeune âge. Et c'est là il faut mettre l'accent si on veut résoudre les problèmes actuels et empêcher un danger de guerre mondiale qui menace toutes les nations du monde.